En fait, ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'à peu près 4 ans de réflexion sur ma réalité comme agriculteur et ma curiosité qui déborde la frontière du Québec. Premièrement, je suis vous présenter que ça a pris 40 ans comprendre et accepter que j'étais un artiste designer de la biodiversité. Et j'ai toujours été passionné par la santé des sols, puis cette curiosité-là m'a amené à me nourrir à tous les jours. Et en fait, la ferme que je possède, en fait, c'est le studio de l'artiste. C'est le studio où j'expérimente mes pratiques agronomiques. Mais sur 60 pouces, en ce moment, je suis en train de travailler à mettre au monde la production de graines de citrouille. Il y a eu quelques médias qui en ont parlé. Bref, fait que c'est mon entreprise, une production environ 50 hectares, production là, diversifiée de grandes cultures biologiques, mais principalement régénératif. Je vais commencer avec ma conclusion. L'agriculteur ou l'agricultrice de demain doit devenir un chef d'orchestre des relations. Les relations avec le sol, les relations avec les animaux, les relations avec les transformateurs et les relations avec les consommateurs. Puis en ce moment, on vit comme dans un genre de paradigme de la guerre du vide que j'appelle, qu'on travaille avec une monoculture, avec on contrôle tout. Puis on doit se diriger à des... Je dis tout le temps, il faut trouver sa route des fleurs, il faut travailler à trouver son design culturel dans l'espace-temps, à intégrer de la diversité végétale, puis jouer de la diversité végétale et en intégrant les principes d'agriculture régénérative. En passant, j'ai quelques présentations anglophones. Désolé, j'ai beaucoup d'inspiration du côté américain. Fait que les illustrations sont des fois pas traduites en français. Habituellement, les plantes fourragères, ça nourrit un besoin principal, c'est de nourrir des bovins, des ruminants en fait. Mais je pense que dans l'agriculture régénérative, les plantes fourragères vont avoir un second rôle très important, c'est-à-dire d'appuyer les agriculteurs dans les productions, dans les principes d'agriculture régénérative. Si je décris l'agriculture régénérative rapidement, premier point, l'empathie de l'agriculteur. Coller à la réalité des opérations, de la réalité des enjeux de rentabilité, de cash flow, de comment que ça fonctionne le vivant. Deuxième aspect, travailler le sol le moins possible. Troisième aspect, maximiser la biodiversité dans un design culturel, dans l'espace-temps, dans les rotations. Garder des sols couverts en protection. Maintenir des racines 365 jours dans nos systèmes, ce qui est un défi aussi avec nos hivers rigoureux. Et, dernier élément, intégrer des animaux pour venir valoriser aussi en partie les cycles régénératifs au niveau des plantes qu'on met sur nous. Un des aspects l'agriculture régénérative, elle amène la notion de validation, valider un résultat, c'est-à-dire on valide l'aspect de rentabilité économique avec la santé des sols, la qualité de l'eau, puis la biodiversité. C'est un peu ce que je veux vous partager, c'est un peu ma vision. En passant, c'est la vision que je vous partage, c'est une vision que je ne pense pas posséder la vérité, mais c'est en fonction d'une boule de cristal. Ça serait avec l'ouverture pour en discuter par après. Mais je pense que l'agriculture régénérative elle va communiquer une signature carbone et une signature de biodiversité aux consommateurs sur des résultats réels. Okay? Fait que les grands principes, j'ai comme les noms, sont illustrés. Je pense qu'il va falloir user de créativité dans nos designs culturels. Okay? Puis, un des aspects, je trouve, des plantes pérennes fourragères, c'est le potentiel de l'enracinement profond. Le sol a ses principes, il faut le respecter. Puis le sol a besoin d'un enracinement profond. Puis ça a besoin aussi de temps. Puis moi, je crois que la richesse des agriculteurs et agricultrices, c'est la somme de la biodiversité qui se transforme dans son entreprise. C'est là que la richesse se crée profondément. Puis il faut aller en profondeur dans cet aspect-là. Puis un des aspects aussi que les plantes fourragères apportent, c'est la notion de diversité au niveau des rôles, au niveau des écosystèmes.
des systèmes racinaires très différents, des niveaux aériens, des fleurs différents, des timings qui vont nourrir la biodiversité des insectes à des moments de période. Puis ça a des rôles importants, je pense qu'il va falloir valoriser. Puis, moi, on parle souvent d'engrais verts. Moi, je préfère le mot couvert végétal. Pourquoi? Parce que c'est pas juste relié à un besoin de nourrir un engrais en azote, mais d'un impact que les couverts végétaux peuvent avoir, au niveau de l'érosion, bâtir la matière organique, contrôler les mauvaises herbes, ainsi de suite, la compaction. Fait que, il faut réfléchir vraiment avec un aspect très vraiment multi-impact. Okay? Cette photo-là, pour moi, elle parle beaucoup. C'est dans mes premières années maïs sur 60 pouces, en 2019, où j'ai poussé les limites. Okay? On voit un design culturel corridor solaire, où j'avais réfléchi à mettre des plantes fourragères, des espèces à l'intérieur de mon design culturel dans mon maïs. On a écarté les rangs de maïs. Puis on s'est dit, pourquoi faire plus avec moins? Puis je trouve le maïs sur 60 pouces, je pourrais donner une conférence complète là-dessus, mais un des aspects intéressants que ça apporte, c'est que on est souvent dans des logiques de couverts d'automne et couverts d'été, mais même principalement couverts. On fait toujours des couverts végétaux après les cultures. Mais le maïs sur 60 pouces, il intègre l'aspect de couvert de printemps, couvert d'été, couvert d'automne. Puis, si je regarde le terme de potentiel, première coupe, deuxième coupe, troisième coupe. Mais la première coupe, c'est elle qui a le plus de biomasse, le plus de soleil. Fait que c'est elle qui a le plus d'impact d'aller chercher, de capter l'énergie du soleil puis de les introduire dans le sol. Puis, c'est un peu ça la logique. Tu utilises 20 de ton espace pour bâtir 80 de ton revenu l'année 1, puis tu utilises 80 de ton espace pour bâtir de la fertilité pour l'année 2. Okay? Fait que c'est ça un peu la logique. Puis tu vois, dans cet essai-là, j'avais mis du mil, de la veste velue, de la luzerne, du trèfle, du mélilo, il y avait du lotier. Il y avait vraiment une diversité végétale vraiment importante. Okay? Puis, un des aspects de l'agriculture régénérative, c'est important à considérer, c'est qu'il y a encore très peu de pratiques agronomiques qui sont validées. Puis ça va prendre des agriculteurs innovants pour le faire. Puis il va falloir utiliser la méthodologie du design thinking. Le design thinking, c'est une méthodologie d'innovation éprouvée, okay? Où tu commences par l'empathie. Okay? Après ça, tu vas venir idéaliser. Donc, tu vas définir ton problème. Après ça, tu idéalises des solutions. Tu crées un prototype, puis là, tu testes. Puis après ça, tu retournes dans l'empathie. C'est quoi que tu as vécu, et ainsi de suite. Et c'est une méthodologie, je pense, qui est vraiment intéressante. Puis depuis 3 ans, avec une quinzaine d'agriculteurs innovants, on est en train de travailler à définir, par exemple, la recette du maïs sur 60 pouces. Puis je pense que les connaissances des agriculteurs innovants, pour moi, c'est fondamental. Okay? Puis il va falloir travailler aussi à gérer de la complexité, apprendre à comprendre la complexité. Puis l'agriculteur au quotidien, à chaque année, là, on fait une itération. Puis on apprend chacun des impacts, que c'est la complexité de toutes les interrelations que la biodiversité qui se transforme. Fait que, je pense qu'il va falloir sortir des systèmes simples et aller dans des notions de complexité. Puis d'autres designs, ça, un autre exemple de design culturel, ça, c'est un essai que j'ai fait encore en 2019. J'avais mis du mélilo intérêt dans mon maïs. Okay? Fait que, tu sais, vraiment, on va chercher le potentiel vraiment d'azote, vraiment, là, pour bâtir l'année 2. Okay? Fait que vraiment, il faut être créatif dans nos designs culturels. C'est une solution, il y en a d'autres. Okay? Un des aspects, je pense qu'il va y avoir de plus en plus aussi avoir des notions de cartographie, des rôles, des designs culturels, d'intégrer des couverts végétaux dans nos systèmes, d'avoir de plus en plus d'essais à la ferme puis avec du monitoring pour venir valider ces effets-là. Un autre exemple que ça, c'est un autre de mes essais en 2018, je crois, j'avais poussé les limites de mettre du trèfle blanc dans du soya. Fait que, tu sais, il faut être créatif à faire des essais puis pousser les limites.
OK? Sortir du modèle. Un des aspects intéressants, tu vois, il y a des équipements qui vont en sortir sur le marché. Ça, on est 2 au Québec, il y a Denis Ouellet et moi, j'en ai une sur ma ferme. C'est le Roll and Sem. OK? C'est un rouleau crêpeur qui permet de détruire la plante ou contrôler la plante sans perturber le sol. Souvent, en bio, exemple, on n'a pas beaucoup d'effaces. Les seules effaces qu'on a, c'est un travail de sol. Puis je pense d'avoir des outils d'efface, entre guillemets, pour venir contrôler une plante vivante sans travailler le sol. Pour moi, c'est ultra important. Puis je pense que cet équipement-là de Roll and Sem est un excellent potentiel. Fait qu'on le laissait, bref, fait qu'il faut être curieux à ces nouveaux équipements-là qui peuvent arriver sur nos entreprises. Fait qu'on voit un peu le travail que ça peut faire en termes de destruction sans travail de sol. Fait que, puis chaque plante va interagir différemment avec cet outil-là en fonction de son cycle carboné d'azote et de floraison. OK? En ce moment, l'agriculture régénérative, c'est une map mondiale, c'est un mouvement qui est mondial, OK? Et ça bouge vite. Ça, c'est une map très rapidement des acteurs qui sont en train de se mettre dans ce mouvement agricole-là. OK? Puis un des aspects qui va venir appuyer ce mouvement régénératif, c'est la notion de digitalisation de toutes les questions, en termes de data, OK? Toutes les données qu'on peut capter en temps réel dans nos parcelles. La digitalisation, pour moi, elle va amener un énorme point de rupture, OK? Parce que, pourquoi? Parce qu'elle va être capable de mesurer un résultat. Puis c'est pas c'est vraiment là qu'on va venir appuyer. Puis regardez, là, ça, c'est un exemple. En 2020, on est déjà 2 ans en retard. La map mondiale, tu sais, il y a différentes compagnies, puis des compagnies là-dedans qui c'est des millions de dollars, là, OK, qui sont en train de se mettre en place pour venir monitorer des enjeux de l'irrigation, tout l'aspect robotique, l'aspect de toute analyse de sol, l'aspect de biodiversité végétale, les fleurs, ainsi de suite, les satellites. C'est vraiment un début. OK? Puis, donner un exemple, une initiative américaine, Opal Team, comment que ça va avoir d'impact? Bien, ça va donner des outils d'observation. Ça va donner, on va pouvoir modéliser des systèmes. Ça va donner des outils de décision aux agriculteurs. Puis, ça va donner aussi, au final, un réseau, créer des aspects collaboratifs d'échange de données pour faire du design thinking, puis amener les agriculteurs à définir et puis valider du risque en équipe. OK? Fait que la digitalisation, puis la notion d'agréger des données en couches, OK? Ça va nous permettre non seulement d'aller plus en pointu, de déterminer des problématiques précises, OK? Mais ça va aussi venir créer cette notion de signature carbone puis cette signature de biodiversité, pour moi, qui est fondamentale, parce que c'est pour moi le prochain contrat social qu'on doit avoir comme agriculteur à se définir. Okay? Puis la digitalisation va venir nous appuyer à ce niveau-là. Okay? Puis un exemple aussi, ça c'est un exemple français, c'est un groupe d'agriculteurs qui se sont mis ensemble et ont fait du design thinking, on va faire de la collaboration. Puis ils ont vraiment travaillé à définir des guides, OK, pour valider l'impact sur l'azote, OK, par exemple, OK, sur en termes de système. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont tous développé une méthodologie de tableau de bord, d'arbres décisionnels, tel couvert végétal, quoi mettre, OK? Puis, moi, comme agriculteur, là, je rêve de ça au Québec, OK? D'avoir un tableau de bord parce que ça évolue, OK? Puis, l'agriculteur doit prendre des décisions au fil de sa saison. Puis ça nous prend des indicateurs, OK? Puis je pense que les agronomes vont avoir un impact à nous appuyer à définir ces tableaux de bord-là, OK? Puis les objets connectés vont venir aussi nous appuyer à d'aller capter des données plus en valeur et en temps réel. Un des aspects, comme tantôt M. Allard en a parlé, okay, toute la valeur des écosystèmes, des paiements écosystèmes, ça donne un peu une tranche de la valeur économique que ça peut représenter dans le futur, OK? Regardant en bleu, ça, c'est l'argent qui se transige en agriculture vraiment en ce moment. Après ça, tu as les soutiens en orange sur les valeurs, exemple, d'assurance récolte ou des incitatives gouvernementales.
Mais la tranche verte, c'est les nouveaux revenus pour appuyer les changements climatiques que les agriculteurs ont le potentiel d'aller chercher dans leur rôle de relation sociale sur les changements climatiques. Fait que ce n'est pas négligeable. La tranche est quand même assez grosse. Fait qu'il faut voir, y considérer, y réfléchir profondément en équipe afin de la définir. Okay? Puis si je prends exemple l'initiative là, des agriculteurs en transition pour le climat au Canada, il y a différentes mesures. Ça représente un peu la proportion des impacts que les plantes fourragères, à mon avis, vont avoir. Premier point, aller plus loin avec moins d'azote. Fait que c'est sûr que les plantes fourragères, ils ont un rôle super important au niveau de l'azote, les légumineuses. Puis l'autre point, c'est que l'aspect azote, il est important parce que c'est un axe qui est irréversible versus l'axe de séquestration, qui est un axe réversible, c'est-à-dire que si tu travailles ton sol, tu peux relâcher les émissions de carbone, tandis que l'engrais chimique que tu n'as pas mis, tu l'as sauvé à jamais. Okay? Fait que ça, c'est l'aspect intéressant. Deuxième point, l'aspect des couverts végétales. Après ça, les pâturages tournants. Okay? Puis tu as les arbres à la ferme. Okay? Mais ça donne un peu les proportions, comment les initiatives vont être en termes de proportions, je pense, et priorités mis en application. Ça, c'est un autre exemple de map qui existe juste pour l'axe carbone. OK? Fait que, c'est un mouvement, il faut voir ça venir. C'est quand même, il y a beaucoup d'argent qui se met, beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le sens d'aller appuyer ce nouveau contrat social-là. Okay? Des initiatives réelles, on a exemple Nori aux États-Unis qui utilise le blockchain, qui a déjà un marketplace pour justement rétribuer les agriculteurs pour l'aspect de séquestration. On a à droite en haut, on a IndigoAg, qui est un gros joueur aux États-Unis, qui est appuyé avec Climate Action Reserve, qui est l'équivalent du CART-TV pour les normes bio, exemple, mais c'est pour le carbone, avec le Soil Enrichment Protocol. Okay? Tu as aussi également Gradable, qui est une petite filiale à côté, une initiative de Farmer Business Network, okay? Qui est vraiment un gros projet au niveau d'agrégation des données aux États-Unis. Fait que, tu sais, il y a quelques initiatives. Il y a encore une panoplie de contrats. Okay, ça, c'est un exemple, ça vient des amis que je connais en Iowa, qui est en train de se positionner comme un courtier, un agronome courtier pour les agriculteurs, pour leurs contrats de séquestration de carbone. Et c'est des contrats il faut y penser comme il faut, de 10 à 20 ans. Okay? Fait que, tu sais, c'est quand même, il y a ce mouvement-là qui se définit. En Europe, on a en Belgique Sol Capital qui est en train de se positionner comme joueur important. En France, il y a Gaillago également. Il y en a d'autres. Je ne vous ai pas toutes donné les nommés, il y en a d'autres, mais c'est les principaux qui étaient sur mon radar personnel. Puis tu sais, il y a la signature carbone qui va se définir. Okay? Et aussi, pour moi, il y a la signature biodiversité. Puis comment que la signature biodiversité, les deux ont des actions différentes. Okay? Pour moi, la signature carbone elle va avoir un gros impact sur l'aspect, comme agriculteur, par rapport au niveau des rôles de financement. Okay? Parce que moi, j'ai remarqué que comment tu gères ton carbone sur ta ferme, c'est relié à ton cash flow. Puis celui qui gère l'enjeu du cash flow de l'agriculteur, c'est le banquier. Puis, en termes le banquier, c'est une gestion de risque, OK? Puis, je pense que la signature carbone, elle va venir aussi monitorer, elle va venir nous appuyer dans la gestion de risque monétaire de nos systèmes. Puis, la signature biodiversité, pour moi, elle va être en relation dans le privilège de la relation au consommateur. Elle va donner, OK? Puis, parce que je crois beaucoup à la notion de biodiversité soutenue par la communauté. T'sais, puis, donner une valeur aux abeilles qui sont présentes sur nos fermes. Donner un exemple, le maïs sur 60 pouces, cette technique-là, bien, j'ai peut-être donné l'espace aux oiseaux nicheurs de venir s'implanter puis d'augmenter ma biodiversité. Puis, je crois que ça éventuellement, ces designs culturels-là, de mettre ces pratiques-là, ça va bonifier une signature biodiversité meilleure. T'sais, si, exemple, on met un axe de B0 à B100, il y a des agriculteurs sur l'axe de biodiversité sont à 20, il y en a qui sont à 60, puis il y en a qui sont à 40, OK?
Mais je pense que ceux qui sont à 60, ben c'est logique peut-être qu'ils auraient l'avantage de vendre leurs produits un peu plus cher, un peu plus, peut-être à un meilleur prix. Moi, je pense que c'est ça va être un lien au consommateur qui va avoir le privilège de la relation. C'est ma boule de cristal personnelle. OK? Donner un exemple d'initiative de signature biodiversité en France, c'est la certification HVE, qui est l'idée plus par un mouvement plus gouvernemental, OK? Mais qui rétribue l'agriculteur, OK, avec des différents paliers, puis on accompagne l'agriculteur dans son évolution. Également, il y a aussi aux États-Unis, il y a de Field to Market, OK, qui est une initiative qui, on voit le dessin, qui vraiment cartographie l'axe des actions de l'agriculteur sur ses actions en termes de biodiversité. Il y a une entreprise All Good aux États-Unis qui est en train justement de faire un projet d'entreprise d'agréger toutes les données au niveau des émissions, la signature carbone, l'impact de la biodiversité, l'utilisation de l'eau, ainsi de suite. Fait que, tu sais, je pense la santé des sols. Fait que, tu sais, je pense que on est quand même assez proche, en réalité, de cette réalité-là. Une des initiatives aussi intéressantes aux États-Unis, c'est Savory, qui est au Colorado, avec une certification Ecological Outcome Verification, avec un tag Land to Market. On voit la quantité de brands qui ont déjà adopté ce type de certification-là. C'est quelle la nôtre au Québec? Comment on va la définir? Fait que je pense que c'est vraiment des initiatives qui sont présentes. Fait que là-dessus, je vous laisse... je suis allé vite, mais je préférais avoir du temps d'interaction parce que je pense que je vais susciter des questionnements. Fait que, tu sais, comment dans vos entreprises agricoles, ces signatures carbone-là, ces signatures de biodiversité vont changer vos relations? Chercheurs, consommateurs, transformateurs, conseillers, tes voisins agriculteurs. Puis comment que les plantes fourragères vont venir nous appuyer dans ce nouveau contrat social qu'on va avoir?